en direct ou en différé là, sur nos plateformes. Donc, aujourd'hui, la rencontre va porter sur l'œuvre, l'immense œuvre, j'ai envie de dire, de Serge Bouchard, un anthropologue, un essayiste, un animateur de radio également, qui est malheureusement décédé en mai dernier. Et pour nous en parler, pour lui rendre hommage également, on a l'immense chance, moi j'ai le plaisir, le privilège de recevoir Jean-Philippe Plot, qui a été un de ses très proches collaborateurs dans les dernières années. Environ les 10 dernières années peut-être de sa vie, là, vous avez eu une collaboration soutenue. Donc tout d'abord, bienvenue, Jean-Philippe. Bien, merci, très content d'être là et ça fait probablement 20 ans que j'ai mis les pieds dans un cégep, alors très content d'avoir cette chance-là aujourd'hui. Donc, bienvenue, puis merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment apprécié. Je sais que c'est un sujet qui peut être encore là, émotif pour toi, donc c'est vraiment apprécié. Oui, c'est ça. Sans doute que l'émotion montera un peu. Aujourd'hui, le deuil n'est pas fait et tout est dans tout. Ces funérailles, donc, à Serge, auront lieu le 20. Alors, ce sera comme une façon d'entreprendre le deuil officiellement à partir du 20 novembre. Comme on se connaît un petit peu, ça va si on se tutoie pour le reste de l'entretien? Moi, j'aime mieux ça aussi. Je trouve que ça enlève la distance entre nous. Il n'y en avait déjà pas beaucoup, mais quand même. Parfait. Donc, on ne va pas respecter l'habitus radio-canadien. Si ça même moi, dans ma nouvelle émission, j'ai imposé le dessus. Alors... Parfait. Donc, je te présente rapidement, puis ensuite, on lance la discussion, là, si ça te convient. Donc, Jean-Philippe Plot, qui est ici avec moi, est un sociologue de formation. C'est aussi un réalisateur, animateur, chroniqueur, concepteur sonore, également à la radio de Radio-Canada. Plus particulièrement à la chaîne ici, Première. Vous avez pu l'entendre animer C'est fou avec Serge Bouchard pendant de longues années. Présentement, il anime Réfléchir à voix haute. Très, très beau titre d'émission avec des co-animateurs, des co-animatrices là, qui font une rotation. Très bon concept. Et dans un tout autre ton, vous le connaissez peut-être pour le Spornographe, où là, on est vraiment ailleurs. On va peut-être en parler tout à l'heure, qu'il anime avec Olivier Niquet et Jean-Philippe Vautier. Ouais. Est-ce que j'ai oublié un morceau? Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important? Non, c'est pas mal. Ça fait le tour de 15 ans de radio, ça. J'ai fait aussi une émission jeunesse qui s'intitulait 275 Allo. En fait, je collaborais à cette émission-là pendant 4 ans. C'est là que tout a commencé, mais j'imagine que vous étiez trop jeune pour écouter à l'époque, vous. Peut-être toi. Donc, tu connais Chef? C'est moi qui le manipulais, qui manipulait sa voix, Chef, pendant 4 ans à la radio. Ça part bien, on a déjà une révélation. La première question va viser simplement à situer le rapport de Jean-Philippe à Serge Bouchard, comprendre pourquoi c'est lui qui vient nous en parler. Donc, question très générale. Comment as-tu connu Serge? Comment est-ce qu'il est entré dans ta vie? Dans quel contexte est-ce que tu commences à collaborer avec lui? Bien, Serge, je l'ai connu médiatiquement parce que, tu sais, Serge, il anime à la radio depuis les années 90. Donc, j'ai d'abord été un auditeur de Serge quand j'étais à l'Université Laval, entre autres. J'écoutais beaucoup ses émissions avec Bernard Arcan. Mais c'est vraiment quand je suis arrivé à Radio-Canada que là, bon, d'abord, je l'ai commencé à le côtoyer. C'est quand même un personnage, là, Serge, à la fin. Quand on le croisait dans les corridors avec son grand chapeau, son grand veston, on voyait qu'il venait d'un temps ancien. Puis pour répondre courtement à ta question, c'est venu dans le cadre d'un documentaire que je faisais avec des amis sur l'œuvre de Pierre Perrault. Je pense que c'était en 2009. On voulait célébrer le 10e anniversaire de la mort de Pierre Perrault. Puis je me rappelle... À Radio-Canada, avant, il y avait un espace pour les fumeurs devant. Serge était un grand fumeur. Il était planté là, devant, avec sa canne. Et puis, je me suis présenté là, devant lui, puis j'ai demandé s'il voulait collaborer à ce documentaire-là, s'il voulait nous accorder une entrevue. Il a dit oui, je suis reparti, j'étais très fier, ma semaine était faite. Puis c'est seulement 1 an après que tout ça s'est mis en marche. Et en même temps, moi, j'avais eu l'idée avec une personne qui s'appelle Marie-Michel Giguère, qui est devenue ma blonde avec le temps, de déposer un projet d'émission qui s'intitulait, en fait, qui portait sur le désir. On voulait co-animer, elle et moi, cette émission-là. Puis la direction a dit, c'est une bonne idée, mais vous êtes un peu jeune, on va vous mettre en collaboration avec on va vous faire travailler avec un mentor. Et ce mentor-là était Serge Bouchard. Donc, c'était très impressionnant, disons, de le rencontrer la première fois, puis 2-3 semaines après, d'être en ondes avec lui. Ça m'a pris un été pour m'en remettre, parce que c'était une émission estivale d'abord, mais ouais. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là qu'on s'est rencontrés. Puis dès que
il y a des gens comme ça qu'on rencontre, puis on se dit comment ça qu'on les a pas croisés avant. C'est comme une forme de retrouvaille, même si on se connaît pas. Là. Ben, Serge, ça a été un peu ça. Puis rapidement, c'est devenu un père spirituel. Puis je suis devenu un peu son fils aussi là, pendant toutes ces années-là. Mais merci pour ta réponse. D'ailleurs, je suis content que tu aies mentionné Perrault. Il y a des étudiants ici dans la classe qui suivent un cours, qui s'appelle Pour la suite du monde, qui est vraiment le tiré d'une œuvre de Perrault. On va revenir là-dessus. Je vais te questionner plus tard, peut-être sur le point de vue que Serge aurait eu sur Serge Bouchard, sur certaines problématiques dont on parle dans ce cours-là. Tu as mentionné la différence d'âge. Ça avait été un peu voulu là, dans le couplage qu'on a fait pour vos émissions. Est-ce que la différence générationnelle a eu un impact autre, là, sinon, dans votre collaboration? Est-ce que ça a été un frein, un obstacle au départ ou plutôt une source de richesse, de complémentarité? C'est drôle, hein? Je vous vois là dans la salle ici, puis on a probablement 20 ans de différence. Il me passerait jamais par la tête, spontanément, de me dire je vais devenir ami avec un ou une d'entre vous. En même temps, je pense que c'est un muscle, c'est un mécanisme que j'aimerais développer parce que dans l'autre sens, avec Serge, je me disais ça aussi, tu sais, est-ce que je vais devenir son ami? Tu sais, on s'est rencontrés, j'avais 34 ans, il avait 64. Tu sais, moi, tu me demandes si ça a apporté quelque chose. Tu sais, côtoyer des gens comme ça dans une amitié intergénérationnelle, ça apporte une perspective complètement différente. T'sais, à la fois, la sienne m'a grandement nourri, mais il me le disait souvent, il dit, t'es le jeune que j'avais besoin de côtoyer pour pouvoir rester à jour sur la technologie, sur la radio, sur les grands sujets qui intéressent les jeunes. T'sais, fait qu'on se nourrissait énormément, puis je te dirais qu'au début, ça n'a peut-être pas paru dans l'émission de radio, mais rapidement, c'est devenu une signature. Il y avait ce regard-là intergénérationnel qu'on posait sur les sujets qui nous intéressaient. Puis c'est ce que j'ai essayé d'amener aussi dans l'émission Réfléchir à voix haute. Maintenant, je co-anime l'émission avec une personne différente chaque mois, une personne qui a 60 ans et plus, ou à peu près, une aspirante sage ou un aspirant sage, puis on veut maintenir ça. Puis éventuellement, j'aimerais le faire dans le sens inverse, donc je reviens à vous. Éventuellement, j'aimerais recevoir, moi, quelqu'un de 20 ans, 24 ans, tu sais, pour pouvoir échanger, parce que je trouve qu'il y a des mondes là, qui nous séparent, mais qui méritent d'être mis en commun. Là. Donc, ce serait plus toi, dans ce contexte-là, le jeune, là, qui serait le jeune aspirant sage, peut-être, un jour. Très bien. Bien, maintenant qu'on connaît mieux ton rapport à Serge Bouchard, on peut peut-être revenir plus sur lui. Ouais. Donc, est-ce que tu pourrais situer là, son parcours, son cheminement, qui est un petit peu atypique dans ce qu'on connaît dans le paysage peut-être intellectuel ou du monde des idées au Québec, pour le bénéfice des étudiants et des étudiantes qui connaissent peut-être pas là, son parcours puis son œuvre? Bien, Serge, donc, il est né en 1947 à Montréal. Il a grandi surtout à Pointe-aux-Trembles. C'est un anthropologue de formation qui a fait bac, maîtrise et doctorat, donc en anthropologie. Il n'y avait pas grand-chose qui le destinait à la radio, à part ce livre-là que j'ai tenu à amener. C'est son tout premier, la version originale d'ailleurs, qui ne se trouve plus maintenant. Le Moineau domestique, c'est paru en 1991. Serge a fait son mémoire de maîtrise sur les chasseurs Inuits au Labrador. Il a fait sa thèse de doctorat sur les camionneurs à la baie James, plus particulièrement. Puis, c'est ça, quand je dis qu'il n'y avait rien qui le destinait à la radio, il n'avait pas fait d'études pour éventuellement faire de la radio. C'est vraiment ce livre-là. À un moment donné, il s'est mis à écrire des courts textes qui ont fini par être publiés dans Le Devoir. Et c'est quelqu'un de Radio-Canada qui a vu à la fois les chroniques dans Le Devoir et ce livre-là, puis qui a appelé Serge et qui lui a demandé s'il pouvait engager quelqu'un pour faire la lecture de certains textes de Serge. Et ce monsieur-là, François Ismer, qui vient de décéder d'ailleurs, quand il a entendu la voix de Serge, il a dit « Je pense que finalement, je vous demanderai en audition, parce que avec votre voix, il y aurait quelque chose à faire. » Puis ça a été vraiment le début de sa carrière. Il a lu quelques textes du Moineau domestique à une émission qui s'appelait Fragments. Je pense que c'est sur la chaîne culturelle. Puis rapidement, Radio-Canada lui a proposé de faire la même chose, mais pas en chronique, mais en émission d'une durée d'1 heure. Puis Serge a dit, ben oui, je veux faire ça, mais
je veux pas être tout seul au micro, je veux avoir un dialogue, un échange avec quelqu'un. Puis un de ses très, très bons amis, c'était son directeur de thèse de doctorat, Bernard Arcan. Et Serge a proposé donc à Bernard et à Radio-Canada cette collaboration-là qui a vu le jour. C'est devenu l'émission Le Lieu commun qui a duré pendant plus de 5 ans à l'antenne de Radio-Canada. Donc, un parcours d'anthropologue, je dirais, Serge, il voulait vraiment pas devenir prof d'université. Il ne se sentait pas appartenir à l'institution. Il trouvait que c'était un peu trop rigide. Il se réclamait du statut de penseur libre, puis je pense que c'est ce qu'il était. Vraiment, il n'aimait pas ça, se faire mettre dans un carcan. Puis la radio, dans ce cas-ci, c'est vrai que c'est une institution, ça impose un carcan, mais beaucoup moins, je pense, rigide que l'université. En tout cas, Serge se l'est approprié d'une façon très libre, puis pendant toutes ces années-là, il a pu mener sa carrière d'anthropologue à la radio de belle façon, je pense. D'ailleurs, c'est un point que vous avez en commun, de provenir du monde des sciences sociales. Donc, Jean-Philippe, je l'ai dit tout à l'heure, formation en sociologie, Serge Bouchard en anthropologie. Question que se posent peut-être des étudiants ici en sciences humaines qui s'intéressent à cet univers-là. Je sais que certains font du podcast là, également. Comment est-ce qu'on passe, d'une part, des sciences sociales vers un métier de communicateur sans être passé par les écoles de journalistes, de communication? Et ensuite, qu'est-ce que ça vous apporte ou ça a apporté à Serge Bouchard de différent par rapport à ses collègues animateurs qui n'ont pas cette perspective-là issue des sciences sociales? Bien, avant de répondre précisément à ta question, je te dirais que ce que l'anthropologie puis ce que la sociologie apporte, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, puis Serge le voyait aussi comme ça, c'est que ça apporte un regard sur le monde. Donc, une fois que tu as ce regard-là, que tu as trouvé ta paire de lunettes, ça ne veut pas dire que tu ne changeras pas éventuellement de paire de lunettes ou que tu n'en achèteras pas d'autres pour compléter ton regard en kaléidoscope, là, mais une fois que tu as ce regard-là, la radio peut devenir, je pense, un véhicule très important pour diffuser ce regard-là. Je ne sais pas si c'est clair. Puis, à la radio, pendant longtemps, ça prenait des études de communication, un bac en communication. Il y avait des attentes très claires de ce côté-là. Puis ça s'est assoupli, en tout cas, à Radio-Canada. C'est ce qui a permis à des gens comme Serge, comme moi, puis à bien d'autres collègues, de faire leur entrée comme chroniqueur, comme recherchiste, et tranquillement, pas vite, d'investir certaines émissions. Puis dans mon cas, moi, j'ai pratiquement pas étudié en communication. J'ai surtout fait en parallèle de mes études à l'université en sociologie. D'ailleurs, avec ton frère, je pense que j'en ai déjà fait, de la radio à l'université. Donc ça, c'était très, très formateur. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que il y avait peut-être une option de transformer ma passion, qui était la radio, en travail, en combinant ce regard-là que j'avais, qui était celui de la sociologie. Puis ça a coïncidé un peu comme Serge, dans le fond. Au début des années 2000, je travaillais en sociologie de la famille. Puis Indicatif Présent, qui était une émission animée par Marie-France Bazot. À l'époque, se cherchait un chroniqueur. Le téléphone a sonné chez moi. Je n'avais rien sollicité. Puis ils m'ont proposé de faire quelques chroniques. Puis je me suis dit, là, je pense que c'est un signe. Là. Il faut que je tente ma chance. Fait que j'ai accepté. J'ai bien aimé ça. Puis je me suis inscrit au certificat en communication à l'UQAM. Puis j'ai, dès que c'était possible, sauté sur l'option de faire un stage. Et puis je suis rentré à Radio-Canada. Donc voilà, longue réponse à ta courte question. Mais tout ça se tient, je pense. La sociologie, l'anthropologie, ce sont des visions. La radio, c'est une façon de communiquer très simplement ces visions-là. Hein. La radio, c'est un médium très simple. Je vous parle dans un micro, vous écoutez à l'autre bout de l'émetteur. Mais en même temps, c'est pas juste une information qui est communiquée. Moi, je me plais toujours à dire que le récepteur, l'auditeur à l'autre bout, il fait sa part de chemin. Il reçoit l'information, puis particulièrement nos émissions, les gens les écoutent dans toutes sortes de contextes, puis ils repartent avec ces idées-là, ça fait du chemin, ils nous écrivent, les auditeurs 2-3 semaines après, j'ai repensé à ça, vous pourriez peut-être faire en lien avec ça un autre thème, puis bref, je pense que la radio a encore beaucoup d'avenir et j'espère qu'il y aura d'autres gens comme Serge et moi, donc peut-être des gens comme vous qui arriveront à faire de la radio avec des disciplines comme la sociologie et l'anthropologie. Bon, on l'espère. D'ailleurs, on a quelques étudiants là, qui font du podcast ici, de la balado comme projet d'intégration là, à la fin de leur DEC. Est-ce que tu auras un conseil à leur donner sur l'écriture radiophonique, le montage, la production d'un podcast? Et de ces conseils-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui
qui appartient en partie à Serge Bouchard. Qu'est-ce que tu as appris à ses côtés, là, comme artisan de la radio? J'aurais le goût de te répondre d'une drôle d'affaire. Je l'ai dit, en fait, quand Serge est décédé, j'ai fait une émission hommage la semaine d'après, puis je me suis permis de le dire parce que c'est ce que je ressentais. T'sais, pour moi, Serge, il a fait de la balado, il a fait du podcast avant même que ce format-là existe. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais si je pense à une émission comme Une épinette noire nommée Diesel, qui se retrouve sur l'application audio de Radio-Canada, si ça vous intéresse, vous irez voir ça. Serge est parti faire la traversée du Canada, donc de l'Est vers l'Ouest, en arrachant une épinette dans l'Est, puis en allant la planter dans l'Ouest. Puis c'est tout le récit, toute l'histoire du Canada qu'il a raconté à la radio comme ça en plusieurs épisodes. Mais c'était pas des entrevues, c'était pas des tables rondes, c'était vraiment du podcast avant le podcast. Donc, je réponds à ta question maintenant. J'ai l'impression que Serge, dans sa façon de parler aux gens, il y a là, je pense, une manière de faire du podcast qui rejoint les gens. Tu sais, des fois, on dit, les gens qui font du balado, du podcast, c'est comme s'ils te parlaient dans l'oreille. Tu sais, ils te parlent à toi, ils te parlent à plein de monde, là, mais ils te parlent surtout à toi. Puis, si j'arrive au conseil, c'est ça, c'est peut-être de se connecter sur le cœur quand on parle. Tu sais, oui, on peut parler de plein d'idées, mais on peut le faire de façon très pédagogique, froide, sans rejoindre le monde. Alors que je pense que la façon de rejoindre les gens en balado, en podcast, qui est payante, c'est ça, c'est de le faire en étant connecté sur le cœur. Puis on le voit aussi, les projets qu'on reçoit à Radio-Canada, sur lesquels des fois on a la chance de travailler pour les bonifier, c'est souvent ça l'enjeu, c'est descends vers les émotions, tu sais, descends un peu, enracine ton sujet. Puis si je reviens à Serge, il aurait pu faire 1 heure sur le stylo en parlant avec émotion. Puis ça, c'est, je pense, un grand défi qu'on peut se donner. C'est un bel exercice, là. Ouais. Ben, c'est tout un exploit, puis on le sentait. Moi, c'est ce que j'aime dans tes émissions, ce que j'aimais dans ces émissions, c'est que ce ton-là, venant du cœur, il venait à la fois des objets du quotidien, comme le stylo dont tu viens de parler, mais vous réussissiez à le garder quand vous parliez d'idées plus abstraites, de philosophie, de sociologie, d'anthropologie, de problèmes sociaux assez complexes, mais ça se maintenait dans l'émission. Donc ça, c'est tout. Mais tu sais, en même temps, tout ça est lié. Hein? J'ai envie de te dire, je suis certain que quand tu enseignes, des fois, tu peux partir d'une notion, puis tu te rends compte que dans ta classe, il y a des gens qui sont émus par ce que tu dis, parce que ça touche leur histoire personnelle. Ben, c'est des fois de prendre le temps de se déposer puis d'aller voir là qu'est-ce qu'il y a. Mais oui, à la radio, pour y revenir, je pense que c'est un très bon médium pour installer ça, cette émotion-là. Quand c'est le moment, l'idée, c'est pas d'en faire une recette parce que c'est ça, c'est un autre travers. Là. Ça se sent aussi à ce moment-là. Oui, c'est ça. Je regarde l'heure. On parle de Serge Bouchard depuis un certain temps et il y a probablement des étudiants, des étudiantes qui ne le connaissent pas, qui ne l'ont jamais vu, qui ne l'ont jamais entendu. Et Serge Bouchard, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, c'était quand même une voix. Hein? C'est aussi on pourrait dire ça. Une corporalité, c'est très, très, très incarné. Donc, qu'est-ce que tu dirais qu'on écoute un petit extrait vidéo pour que tout le monde puisse mettre un visage sur le bonhomme, le mammouth laineux, comme il se surnommait lui-même, puis peut-être mettre une voix aussi sur le personnage. Là. Sa voix, c'était quand même son outil de travail avec sa plume. Donc, laissez-moi juste aller chercher mon petit extrait. On va visionner les premières minutes d'un documentaire qui s'appelle « République », un abécédaire populaire. C'est un film de Hugo Latulippe qui est paru il y a une dizaine d'années déjà. Et Serge Bouchard ouvrait un petit peu la réflexion dans ce documentaire-là. Donc, je suis allé isoler un extrait là, d'environ 4 minutes, puis je trouve qu'il condense, à mon sens, à mon œil, un peu toute la posture, l'œuvre, les thèmes aussi qui sont développés là, par Serge Bouchard. Donc, je propose qu'on écoute ça, puis par la suite, on rentrera peut-être plus dans son œuvre là, livresque, si ça te convient. Et très bon choix, plus largement, au-delà de Serge, c'est un maudit bon documentaire. Oui, ben oui. On appelle que Gilles Gagné là-dedans, me semble. Oui. Je vous le conseille, je le faisais écouter souvent là, dans des cours auparavant. Peut-être que je pourrais le remettre là, au programme. Donc, on écoute ça, puis on revient ensuite là, sur l'œuvre de Serge Bouchard. Je trouvais que cet extrait allait chercher beaucoup de thèmes et de qualités aussi là, que j'apprécie chez Serge Bouchard. Un talent de conteur,
une érudition qui est là, qui est palpable, mais qu'on sait bien transmettre, qu'on sait vulgariser avec un talent de conteur et un amour sincère aussi pour la culture populaire, la culture de masse qu'il a étudié là, tout au courant de sa vie. Ça te va si on enchaîne avec les thèmes? Oui, oui. À moins que tu veux réagir à l'extrait, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Les dernières 30 secondes m'ont achevé, là, mais oui, c'est un très bon extrait, effectivement. Ça résume bien sa pensée. Puis je sais que ça l'habitait beaucoup, ça. Toute cette perspective historique-là qu'il avait, que bien des gens ont, pour en arriver à aller, c'est ça, chez Costco ou Canadian Tire la fin de semaine. Il y a comme là un parcours historique qui est résumé, qui mérite d'être interpellé. Puis c'est tout ça qu'on veut vraiment. Puis la façon dont il le raconte, c'est admirable. Puis il allait, lui aussi, chez Canadian Tire. C'était pas une manière de juger ça négativement. Il s'inclut là-dedans. Il s'incluait là-dedans, mais voilà. Ouais. C'est une belle voix, hein? Où genre, en fait, là, je formule une réponse avec une question avec une réponse dedans, mais c'était une voix... wow. Ouais. J'ai un extrait radio, on l'écoutera peut-être si on a le temps là, tout à l'heure. On pourrait parler de ses livres. Hein? Mon petit entretien, c'est des rendez-vous livresques. Donc peut-être de façon très générale, question assez générale, en fait, c'est une œuvre assez éclatée, beaucoup de thèmes. Est-ce qu'il y a des thèmes qui sont récurrents, qui sont centraux dans l'œuvre de Serge Bouchard? Ouais, assurément, donc, ce qu'on appelait et ce qu'il appelait dans la plupart de ses livres les Indiens, maintenant les Autochtones, les premiers peuples, les Premières Nations, mais dans ses livres, les premières éditions, donc ça va être nommé comme ça, les Indiens, particulièrement les Inuits de Mingan, dont il a raconté magnifiquement l'histoire des Inuits de là-bas, dans le peuple rieur. Les camionneurs, vous avez bien fait votre job en choisissant ces livres-là. Donc, les camionneurs, c'est sa thèse de doctorat dans les années 70, mais qui vient d'être publiée et en fait retravaillée par l'éditeur Marc Fortier. Ils ont enlevé tout l'aspect méthodologique là, pour en faire un livre typiquement Serge Bouchard. Donc, les Indiens, les camionneurs et sinon, un grand philosophe assez peu connu en ce moment, mais qui revient à la mode tranquillement pas vite. Il s'appelle Vladimir Jankélévitch. Vladimir Jankélévitch, mort en 1986. Serge, c'était vraiment, avec Montaigne et Pascal, ses philosophes préférés, mais particulièrement Vladimir Jankélévitch. Puis, Jankélévitch, je ne ferai pas un cours sur lui, mais je résumerai sa pensée de la façon suivante. Ce qui l'intéressait, c'était le presque rien, ce qu'il appelait le presque rien et le je ne sais quoi qu'on retrouve dans à peu près tout, qui est difficile à définir, mais qu'on sait qu'il existe. Je ne sais pas si c'est clair, là. Et Serge se l'est approprié, cette idée-là. Et dans ce livre-là, qui commence par l'immensité de l'à peu près, c'était... sa façon, je pense, à Serge de s'approprier cette idée-là du presque rien, du je ne sais quoi de Jankélévitch. Et c'est drôle parce que dans ce livre-là, donc Le Moineau domestique, paru en 91, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a là tout le Serge Bouchard qu'on va retrouver dans l'ensemble de ses livres, mais synthétisé. C'est comme si c'était dit, je prends pas de chance, j'écris le livre que je veux écrire, puis si j'ai le temps, je vais en faire un paquet d'autres. Ouais. Fait que ça serait ça, je te dirais, mais les trois thèmes principaux, évidemment, son père, sa mère, qui ont servi de sujet pour réfléchir sur, partir du particulier pour aller à l'universel en se basant sur ses parents. Mais sinon, ce seraient les trois principaux thèmes dont je t'ai parlé. Ouais. Puis si tu avais à conseiller un livre, un ouvrage pour un cégepien ou une cégepienne qui veut entrer dans cet univers-là, ce serait quoi le meilleur point de contact? En fait, c'est ça, c'est que Serge a publié, puis j'étais en train de me faire cette réflexion-là la semaine passée, j'essaie de catégoriser ses livres. Il y a un paquet de livres qui sont des petits essais qui ont été soit publiés à la radio, qui ont soit été écrits pour la radio, pour des journaux, pour des revues, donc ça donne... je ne sais pas c'est lequel, lui, mais bon, Un café avec Marie, c'est ses textes à l'émission C'est fou. Il y en a plusieurs, donc, de ces textes-là. Mais il y a aussi des ouvrages plus savants. Il y a des ouvrages sur le terrain qui sont des récits de travaux
anthropologiques. Donc, je ne sais pas ce qui vous intéresse, mais si jamais vous êtes porté par les micro-essais, donc de 2-3 pages sur toutes sortes de sujets, je pense que son dernier, donc Un café avec Marie, ça pourrait être vraiment une belle porte d'entrée pour l'œuvre de Serge. Sinon, à l'autre bout de ça, parce que ça, c'est son dernier livre, son tout premier, vraiment, Le moineau domestique, c'est le même type de livre, des micro-essais, mais c'est plus le savant Serge Bouchard qui écrit. C'est moins le gars du peuple, mettons. Et ça donne comme un peu le spectre de sa pensée, le spectre de son écriture. Puis si jamais vous tripez sur les camionneurs et sur le camionnage, ben moi, mon coup de cœur, c'est du diesel dans les veines. C'est vraiment... Imaginez, là, un camionneur et l'industrie du camionnage. Dites-vous que vos perceptions vont complètement changer du tout après avoir lu ce livre-là. Il vous les présente comme des philosophes, comme des gens qui sont capables de rouler 10 heures en plongeant en eux-mêmes et en faisant en se posant des questions existentielles. Donc, c'est vraiment pas le trucker qu'on est habitué de voir au coin de la rue qui a l'air un peu choqué, mettons, de tout, tu sais. Fait que voilà. Ouais, ce serait ça. Cet ouvrage-là, c'est sa thèse de doctorat qui a été soutenue en 1980, qui a été remaniée, là, qui a été publiée cette année. Pourquoi, selon toi, attendre 40 ans, plus de 40 ans pour publier une thèse? Puis, est-ce que le livre a gardé son actualité avec la distance qui nous sépare des années 70? Parce que le terrain a été fait dans les années 70. Oui. Bien, c'est sûr que, Serge, te dirais que l'industrie du camionnage a beaucoup changé pendant toutes ces années-là. Cela dit, pour revenir à Pierre Perrault, mettons, et pour la suite du monde, ce livre-là et sa thèse de doctorat, ça jouait un peu le rôle des films de Pierre Perrault, c'est-à-dire que l'idée, c'était de figer une culture, prendre une photo de cette culture-là du camionneur à l'époque, en se doutant bien qu'on allait arriver un jour à des camions qui chauffent tout seuls, sans troqueur, tu sais. Fait que c'est un monde qui n'existe plus, mais en même temps qui existe encore un peu. Fait que c'est comme si on avait accès à un monde en train de disparaître en lisant ça. Puis pour la petite histoire, d'ailleurs, je pense qu'il raconte là-dedans, mais Bernard Gosselin, qui est un cinéaste qui a travaillé avec Pierre Perrault, avait approché Serge. Je pense même qu'il avait assisté à la soutenance de sa thèse de doctorat parce qu'il voulait en faire un film, justement un peu dans l'esprit de Pierre Perrault, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi c'est resté si longtemps que ça seulement disponible sur le site de McGill, parce que c'était le cas de sa thèse? Je dirais par paresse, peut-être. C'était vraiment c'était du gros travail d'enlever tout l'aspect méthodologique et tout ça, puis d'en faire un essai plutôt qu'une thèse de doctorat. Puis Serge avait peut-être autre chose à faire, comme de la radio. Mais je l'ai achalé pendant 10 ans, puis... c'est quand il est tombé malade, là, ou un petit peu avant, que son éditeur a fait « Bon, là, je pense qu'il faudrait que ça se fasse. » Donc, t'es un peu derrière ce projet-là. Moi, je l'ai achalé souvent en ondes, je le disais aux auditeurs. Alors là, Serge, quand est-ce que ce sera publié? Ouais. Non, c'est une œuvre magistrale. C'est intéressant que ça soit plus accessible. On a des étudiants ici qui s'initient présentement aux méthodes qualitatives. Je trouve que c'est un exemple vraiment fascinant de qu'est-ce qu'on peut faire en faisant de l'observation participante d'une certaine manière, de l'entretien. Donc, c'est vraiment une œuvre magistrale à cet égard-là. Oui, puis pour les étudiants qui sont en train de se poser ces questions-là, qu'est-ce qui m'intéresse, avec quel regard méthodologique, est-ce que je devrais me tourner vers mon sujet, tout ça, Serge, à cette époque-là, c'était révolutionnaire de faire une thèse de doctorat comme il l'a fait, de façon poétique, mettons, sur les camionneurs, parce qu'à McGill, il voulait rien savoir d'une méthodologie comme ça, un peu exploratoire, holistique. Il voulait rien savoir de ça. Il voulait que ça rentre dans des cadres méthodologiques très stricts. Serge a fait éclater ça. Puis je pense que ce livre-là peut servir de leçon pour les jeunes d'aujourd'hui, pour se dire, oui, il y a toutes sortes d'écoles de pensée, oui, il y a toutes sortes de façons de regarder le monde, mais il y en a peut-être d'autres dans ce qu'on appelle les impensés ou les angles morts. Tu sais, je vous regarde maintenant, mais en arrière, je vois pas ce qu'il y a là, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Ça s'appelle un angle mort. Mais tu sais, c'est ça. Serge est arrivé, puis il a regardé les camionneurs avec vraiment une autre manière qu'on est habitué de le faire. Je reviens sur les différents bouquins là, qui constituent son œuvre. Est-ce que tu sais si lui, de son point de vue, il y avait un livre là, qui se démarquait, dont il était particulièrement fier et pour lequel il aurait voulu être... qui passe à la postérité, là, disons ça comme ça?
Ben, j'ai pas le choix de dire le peuple rieur parce que ça a été une commande à la base des Inuits de Mingan. Donc, imaginez ça, là, les Inuits de Mingan veulent se faire raconter leur histoire par quelqu'un qui n'est pas un Inuit. En 2021, ça sonne un peu appropriation culturelle. Il l'a fait, il l'a très bien fait, ça a été super bien reçu. Et Serge m'en parlait de cette façon-là. C'est un peu son testament. T'sais. Il a dit, après ça, je passe le bâton de parole. T'sais. Là, c'est dit. T'sais, Serge, je pense qu'il ne pourrait plus faire la carrière, comment dire, il ne pourrait pas recommencer la carrière aujourd'hui qu'il a faite pendant 50 ans parce que, justement, et heureusement, ces communautés-là s'approprient leur histoire. Mais le travail qu'il a fait, il est essentiel. Maintenant, ça sert à ces gens-là. Fait que je pense que... Ben pas je pense, je sais que le livre dont il était le plus fier, c'était Le peuple rieur, notamment pour son utilité historique, mettons. Et c'est ce livre-là dont on risque le plus de se souvenir de, pour le dire mal en français. Mais ouais. Excellent ouvrage, hein, je le recommande aussi là, chaleureusement. C'est un ouvrage assez atypique. On nous annonce dès le départ que c'est une commande qui provient d'une communauté Innu. En même temps, les premières pages, c'est beaucoup Serge Bouchard qui prend beaucoup de place, qui raconte ses souvenirs de jeunes étudiants, de terrain. Donc là, tu te demandes où est-ce que ça s'en va avec ça. Ouais. Ensuite, on revient sur l'histoire. Il y a une relecture complète de l'histoire là, des premiers contacts entre les colons européens puis le peuple Innu. C'est vraiment fascinant. Ça nous amène jusqu'à l'époque contemporaine également. Là, tu sais, ce que tu décris là, c'est ce que je disais tantôt, c'est partir du particulier pour aller à l'universel. Donc, la mise en récit, on revient au podcast aussi, partir de soi, des émotions pour aller raconter une histoire. Puis je me rappelle pas s'il l'a gardé dans cette version-là, mais je pense que peut-être que oui. En tout cas, il a écrit une première version complète du Peuple rieur. Il a fait lire à sa blonde, qui était sa co-autrice, puis elle a dit c'est pas bon. Tu joues au savant qui est prisonnier des faits. Raconte-nous l'histoire des Inuits. Puis je me rappelle l'après-midi où il a fait je peux pas croire que je jette ce livre-là, mais c'est ce qu'il a fait. Il a parti à zéro, puis ça a donné ça. Moi, je trouve ça très courageux et c'est une leçon que je garde en tête là, pour des écritures à venir. Je suis toujours terrorisé quand je fais lire mes textes à ma copine aussi. J'ai peur de ce genre de réaction. Bien, je peux peut-être te relancer là-dessus. Tu l'as mentionné, le livre est co-signé avec Marie-Christine Lévesque, qui était sa conjointe. Ouais. C'est le cas aussi d'autres ouvrages comme Elles ont fait l'Amérique, un livre que je vous recommande aussi, où on fait le portrait d'un ensemble de femmes absolument remarquables, mais complètement oubliées ou négligées ou retirées de l'histoire officielle des Amériques. C'était quoi l'apport de Marie-Christine Lévesque? Comment ça fonctionnait, cette collaboration-là? Qu'est-ce qui différencie également les livres qu'il signe seul, puis les livres qui sont signés comme ça à quatre mains? Ben en fait, c'est ça, j'ai oublié de les mentionner, ces deux-là, tantôt dans les types de récits. Là. Donc, c'était d'abord des émissions de radio, une émission de radio qui s'intitulait « Les remarquables oubliés ». Donc, Serge qui racontait l'histoire de personnages, comme le titre le disait si bien, qui étaient oubliés. Ça a fait donc 2 livres. Il y en a un 3e qui est en chantier, qui devrait sortir donc, de façon posthume. Ces livres-là, ils ont été coécrits par Marie-Christine Lévesque et Serge, et c'est pas la même chose, bien sûr, qu'un livre qui est écrit que par Serge, mais en même temps, Marie-Christine, elle a toujours été là depuis qu'ils se sont rencontrés, donc fin des années 90, début 2000. Elle était la personne qui apportait un vernis sur les textes. Moi, parfois, je lisais des textes qui étaient écrits par Serge avant que Marie-Christine soit passée dessus, puis je disais renvoie-moi-le quand Marie-Christine aura mis le vernis. Et c'était la douceur, la finesse. C'est comme si elle désintellectualisait un peu le texte. Dans ce cas-ci, il y avait vraiment, pour les Inuits et pour les remarquables oubliés, le désir de coécrire ensemble. C'était... Marie-Christine, c'était une femme fabuleuse, une tête incroyable, et elle avait la même passion que Serge pour ces personnages-là. Et Marie-Christine insistait beaucoup, justement, pour des personnages féminins. Donc, ils ont fait un tandem
d'écriture fou. Et ta question, c'était le rôle. Oui, je pense que c'est ça. Quand elle repassait sur les textes du vernis, puis sinon, ben, c'était comme le penchant féminin pour ce qui est le penchant féminin de Serge pour ce qui est de l'écriture de ces livres-là. Je pense que son apport était essentiel. Et Serge, honnêtement, à la fin, parce que Marie-Christine, il faut savoir, elle est décédée l'an passé, quelques mois avant Serge, il disait, il faut que je continue d'écrire, mais on dirait que je ne sais plus comment. Parce que, si tu me permets une parenthèse, je ne sais pas quelle heure il est. Oui, vas-y. Mais dans un café avec Marie, Serge raconte qu'un de ses moments préférés, c'est le matin quand il prend un café avec sa blonde, donc Marie, et qui parle de tout et de rien, et que là, les idées passent les unes après les autres, des idées qui vont soit finir dans un texte à lui, soit dans un texte à Marie-Christine. Puis je l'ai vraiment vu quand Marie-Christine est décédée l'été passé. On a fait quelques mois de radio ensemble, Serge et moi, après, puis il faisait un éditorial par semaine qui devenait donc par la suite des textes. Et c'est pas des farces, là. Des fois, il pouvait en commencer 3, puis c'était un 4e qui finissait par sortir, mais c'est différent. Ouais, c'est ça. C'est une muse, c'est pas le bon terme, mais tu sais, Serge sans Marie-Christine pour écrire, c'était plus tout à fait Serge. Je regarde l'heure, aussi tu as mentionné l'heure. J'ai beaucoup de relances, beaucoup de questions là-dessus, mais je voudrais que les étudiants et les étudiantes aient la parole. Donc, ouais. Le micro est à vous. Il y a un micro qui est ici, juste à l'avant. N'hésitez pas à venir poser des questions à Jean-Philippe, si vous en avez. Les gens qui nous suivent sur Teams, je pense qu'il y a la possibilité aussi là, d'écrire des questions dans le clavardage. Donc, la parole serait à vous là, pour les prochaines minutes. Allô? Salut! Non, je crois que le micro est soit trop haut ou pas ouvert, Karine. Là, OK, ça marche. Pourquoi il a écrit sur les camionneurs? En fait, pourquoi il a écrit sur les camionneurs? C'est drôle parce que Marc Fortier a coécrit le livre de Serge en se mettant, comment dire, il a écrit ce livre-là au jeu à la place de Serge, donc en s'appropriant sa thèse de doctorat. Donc là, je vais essayer de faire la même chose. Je vais essayer de répondre au jeu à une question qui est destinée à Serge, mais il n'est pas là. Écoute, je sais qu'il a raconté quelque part, je pense que c'est dans un grand entretien chez Franco Nouveau, que puisqu'il a grandi dans l'Est de Montréal, puis l'Est de Montréal, là, on parle de Pointe-aux-Trembles, là, je suis un peu perdu, en tout cas, Pointe-aux-Trembles, je pensais par là, entouré de raffineries, de cimenteries, de ciment partout, pas d'arbres. À un moment donné, il s'est dit, je veux regarder sur une carte où est-ce qu'il y a des arbres pas trop loin. Et puis, c'est ce qui l'a amené vers le territoire d'abord chez les Inuits. Mais quand il est revenu de son terrain chez les Inuits, il est allé faire le même exercice dans le coin de la baie James. Et c'est tout bête parce que Serge avait une phobie, une peur de l'avion, là, mais complètement problématique, on va dire ça comme ça. Et plutôt que de revenir de la baie James en avion, ce qui lui avait été offert jusqu'à Montréal, il a dit « Moi, je veux trouver une autre manière de m'en revenir. » Puis finalement, c'est un camionneur qui a fait un lift jusqu'à Montréal. Et c'est en prenant conscience de ce qu'il voyait, des méditations du camionneur pendant toute cette route-là, qui a dit, il y a là une culture à aller déchiffrer, une culture à aller interpeller. Puis quand je parle de culture, c'est pas juste des mots, c'est aussi des façons de penser qui sont propres aux camionneurs. Il a fait l'ethnologie disons ça comme ça, des truck stops avec les waitresses qui sont là-dedans, puis tout ça, qui étaient là-dedans. Et donc, pour répondre à ta question, c'est ça, c'est vraiment un détour. C'est en revenant de la baie James, il était dans un camion, puis là, c'est avec son regard, justement, d'anthropologue qui s'est dit, il y a plein de grands sujets, mais il y en a aussi plein de petits qui pourraient mériter le regard d'un anthropologue, puis ça, c'en était un. J'espère que Serge sera d'accord avec ma réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions, soit de la salle ou du clavardage? Moi, est-ce que je peux poser une question qui se répond par la main? Là? Mais je suis juste curieux de savoir combien parmi vous qui connaissait ou avait entendu parler de Serge Bouchard avant aujourd'hui? Quand même. C'est bon. Ça répond à ma question. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jacques, je sens que ça te démange. Suis aussi ce qui se passe en clavardage. De Serge Bouchard et de Ouais. Oui. Donc, ta question, c'est qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie? À part le hockey, mettons. Grande question. Je pensais parler de Serge, mais oui, je peux bien faire un petit bout là-dessus. En fait, les grands sujets que Serge a abordés, bien sûr, qui m'a contaminé, donc maintenant, tout ce qui concerne les Inuits particulièrement, mais plus largement les premiers peuples, les Premières Nations, je regarde ça avec un œil très, très intéressé, même que des fois, je me dis que éventuellement, un retour aux études pour une thèse de doctorat sur ces sujets-là, ça pourrait vraiment être une très bonne idée. Sinon, je ne sais pas si vous connaissez le concept de transfuge de classe. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je ne sais pas en quoi vous étudiez ici, certains en sociologie, je pense. Mais en fait, ça, c'est une réalité qui m'intéresse particulièrement. C'est le fait de naître dans une classe sociale, disons, et de passer d'une classe sociale à une autre. Donc, ce qui peut faire en sorte que nos goûts changent, nos revenus changent, nos façons de voir le monde changent et tout ça. Puis moi, je suis né, en fait, ça part d'un sujet, ça part d'une expérience personnelle, mais je suis né dans une famille très défavorisée. Disons que, pour donner un exemple clair, mon père, qui est analphabète, quand il écoute notre émission de radio de philosophie, il ne comprend pas grand-chose. Donc, le parcours de transfuge de classe, c'est ça, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que moi, né d'un père analphabète, j'en suis arrivé à enseigner par le passé, mais à animer une émission de radio de philosophie à la Radio nationale, ce qui est un peu surprenant. Fait que ça, en sociologie, c'est un parcours, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je travaille sur un livre qui part de mon expérience personnelle et qui fait un zoom-out vers la sociologie. Peut-être que vous avez déjà entendu parler d'écrivains comme Édouard Louis ou de sociologues comme Didier Ribon. Donc, c'est des gens qui ont fait un peu ce travail-là. Puis évidemment, là, je ne me compare pas à eux. Là, je donne juste l'exemple comme ça. Là, mais des gens qui ont fait ce genre de travail-là en France. Puis l'idée, c'est c'est pas que je veux juger mes parents ou mon milieu d'origine. Je veux simplement essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que j'ai pas pris, disons, le relais de mon père, de sa shop à Drummondville et que je suis devenu ce que je suis devenu. Donc, c'est l'idée de se réconcilier aussi avec ça. Et pour revenir à Serge, Serge était aussi un transfuge de classe, mais lui, comparativement à ma famille, il y avait chez sa mère un désir, mais incroyable, de faire en sorte que Serge et ses frères aient à l'école longtemps. Il y avait vraiment ce qu'on appelle un projet, un projet d'émancipation pour eux, ce qui n'était pas mon cas. Donc, moi, il fallait que j'aille chercher ça ailleurs, plus chez des amis, puis des profs de cégep d'ailleurs, qui m'ont fortement influencé à l'époque. Fait que ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Sinon, je disais à la blague le Canadien de Montréal, mais pour y revenir, le Spornographe est une émission de radio. Ça a été une émission de radio à Radio-Canada. C'est maintenant un balado, mais c'est vrai que le Canadien m'intéresse, mais d'un point de vue sociologique. Fait que je ne sais pas si ça se dit dans une phrase, là, ça, mais je pense que ça se dit. C'est pas tant le Canadien qui m'intéresse que le discours qu'on tient sur le Canadien. Toute l'enflure médiatique. Le Canadien perd 4 matchs, il n'y a plus rien qui fonctionne. Le Québec s'arrête, on se demande ce qu'il faut faire. Sociologiquement, il y a là quelque chose d'intéressant. Comment ça qu'on parle plus de ça que de ce qui se passe chez les infirmières, mettons? Bon, ça parle de nous. Fait que le Canadien est un sujet, est un objet d'étude qui me fascine. Et puis, ouais.
Ben, c'est déjà un bon programme. Oui, c'est ça. Je voyais Jacques qui se présente. Je pensais qu'il s'en allait au micro, mais non. Non, je crois qu'il surveille le clavardage. Donc, on pourrait avoir tout un programme puis une nouvelle rencontre avec Jean-Philippe Plot comme auteur. D'ailleurs, j'ai fouillé dans mes archives en fin de semaine pour préparer la rencontre. Ouais. Puis je suis tombé sur une vieille revue. Mon Dieu. Je ne sais pas si ça te rappelle les souvenirs. Ça s'appelle Espace de la parole. Moi, j'ai connu Jean-Philippe comme auteur autour de 2001 avant de le rencontrer en personne. Ouais. Donc, je trouvais ça intéressant qu'on revienne sur qu'est-ce qui t'attend, qu'est-ce qui mijote là, comme au niveau de l'écriture. C'est très drôle, hein, parce que, écoute, je n'ai pas revu ces revues-là. D'ailleurs, je vais y toucher après. Oui, mais j'ai pas revu ces revues-là, pour le dire comme ça, depuis cette époque-là, donc 2000, tu dis. Ouais. Mais je parlais de la radio tout à l'heure que je faisais à l'université. En parallèle de ça, j'éditais ce magazine-là. Puis j'ai l'impression que des fois, on voit pas les plans de carrière se dessiner, plans de carrière entre guillemets, mais il y avait là déjà un peu tout ce que je fais maintenant à la radio, mais de façon peut-être plus fine maintenant. Là, mais bon, il fallait passer par ça. Puis c'est drôle, il y a des gens comme Marc Fortier, d'ailleurs, l'éditeur de Serge, qui était dans la revue Espace de la parole, que je ne connaissais pas à l'époque. On éditait Normand Baillargeon aussi à l'époque, que je ne connaissais pas vraiment, qui maintenant est devenu un personnage très important sur la place publique, grand prof, grand intellectuel. Donc, si tu me poses la question par rapport à mes écritures, il n'y aura pas de lien direct entre ce que j'ai fait par le passé et ce que je vais faire, mais clairement, il va y avoir un peu d'inspiration. Je veux dire, on vient de quelque part, puis je viens de là, tu sais. Mais... tantôt, je suis allé visiter le studio de radio ici. Je sais qu'il y a une radio étudiante ici. Je pense que c'est un peu sur pause en ce moment, mais ce que je veux dire surtout, c'est que c'est excessivement formateur, ces trucs-là. Les revues étudiantes, les radios. Il y a là, des fois, des passions qui vont se découvrir, qui vont se révéler. Puis je pense qu'à votre âge, j'ai un conseil à donner. Je pense que c'est le premier conseil de ma vie que je donne. Mais en tout cas, c'est peut-être d'être attentif à ça. Qu'est-ce qui vous branche vraiment, tu sais? Moi, en tout cas, le studio de radio que j'ai vu ici tantôt, qui est à peu près en tout point comparable à ceux de la vieille tour de Radio-Canada, puis c'est pas une critique que je fais, là. Au contraire, je le trouve très beau. Je me dis, moi, si j'étais étudiant au cégep en ce moment, ici, je ferais comme, je veux mettre la main là-dessus, là. Je veux me servir de ça. Jacques, tu me fais signe. Est-ce qu'on a une question du clavardage? Oui, on en a même deux. Excellent. Alors, on y va avec une première. Est-ce que, Jean-Philippe, on peut dire que Serge était un homme progressiste, dans le sens où, évidemment, il souhaitait avoir toujours et parler des autres, notamment des autres communautés, et qu'est-ce qu'il pensait, entre autres, aussi de la mondialisation, par ailleurs? Donc, première question en deux volets. Oui. Bien, Serge avait beaucoup de difficultés avec les étiquettes, vraiment. Donc, progressiste, sûrement qu'il te dirait oui, mais non, pour une raison et son contraire. Mais je sais que dans son fond, Serge correspondait à ce qu'on entend par le terme progressiste, ça c'est certain. Mais il faisait très attention sur la place publique. Serge, on ne l'a jamais vu prendre position, je dirais... avoir un parti pris politique, mettons, envers une formation ou un groupe quelconque. C'était plus envers les peuples ou envers une nation, envers une culture. Il s'en tenait à ça. Puis je pense que c'était à la fois très prudent comme auteur, pour ne pas s'antagoniser toutes sortes de personnes. Mais en même temps, il le faisait parce que, je reviens à ce que je disais, les étiquettes l'agaçaient profondément. Donc, de s'associer à un parti politique. Et il a été approché par toutes sortes de partis politiques. Puis même si les tentations pouvaient être grandes, il a fait non, moi, je reste un libre penseur. Pour ce qui est de la mondialisation, je l'ai souvent entendu dire, et c'est là qu'il devenait un peu bougon, que particulièrement les jeunes, mais les moins jeunes aussi, avaient la fâcheuse tendance... De faire le tour du monde, mais de ne pas faire le tour de leur monde, c'est-à-dire le Québec.
dans ce cas-ci, ou le Canada, ou si vous venez d'ailleurs, de votre propre pays. Et dans ce cas-ci, la pandémie a renversé ça un peu. Les gens, en tout cas ici au Québec, ont visité leur pays, ont visité leur province, beaucoup plus qu'en temps normal. Donc, je ne sais pas s'il y aura une prise de conscience de ce point de vue-là, mais en ce qui concerne la mondialisation, ça, c'est quelque chose vraiment qui l'agaçait un peu. C'est-à-dire, se rendre à l'autre bout du monde pour se retrouver soi-même, des fois, on peut faire ça ici, puis ça nous permet en même temps de connaître notre territoire, parce que ça, c'est une chose que je n'ai pas mentionnée, mais le rapport au territoire, pour Serge, c'était quelque chose de très, très, très important. Donc voilà. J'aurais été curieux de l'entendre sur la mondialisation, mais ouais. Et merci, c'est une belle question. Il y en a d'autres, là, ça déroule. Il y en a une autre, là, je la lance rapidement. Donc, on devine bien que Serge Bouchard, c'est ce qu'on peut appeler une pointure. Hein? Est-ce que travailler avec Serge Bouchard, ça pouvait être intimidant? Pas parce que lui avait une prétention quelconque, mais est-ce que, étant donné sa stature, ça pouvait être intimidant pour vous? Et en même temps, peut-être pour des invités aussi. Oui. Écoute, la première réunion, j'ai trouvé ça très, très, très intimidant. Juste de l'entendre parler, parce que c'est quelqu'un que j'écoutais déjà à la radio depuis plusieurs années, donc ça, bon, c'était une chose, mais de me retrouver à faire de la radio avec lui, c'est sûr. Tantôt, je pense que j'ai fait allusion. Le premier été, parce qu'en plus, je réalisais l'émission qu'on co-animait ensemble, donc il y avait une pression supplémentaire là, de faire mes preuves comme réalisateur puis comme gars qui pouvait soutenir une conversation avec lui. Mais Serge, en même temps, il y avait cette capacité-là de mettre tout le monde à l'aise, peu importe qui avait en face de lui. Donc, s'il y avait de l'intimidation, je ne sais pas comment dire, si on se sentait impressionné, ça venait que de notre côté. Fait que moi, j'ai été capable de nourrir ça, là, cette anxiété-là ou ce côté-là, très impressionné en face de Serge pendant quelques mois. Mais pour en arriver au deuxième volet de la question, moi, je l'ai vu à quel point Serge était un monument ou une pointure, comme le disait la personne. Il est débarqué dans notre studio pendant 11 ans, un paquet de monde, des gens moins connus aux plus connus, des gens qui ont une carrière super établie aux gens qui commencent. Peu importe les gens qui débarquaient dans le studio, tu sentais qu'il y avait comme une minute ou deux de « OK, je suis vraiment là », avec lui, avec Serge qui me parle. Donc, mais Serge avait cette capacité-là de faire une blague, de rentrer rapidement dans le sujet pour mettre tout le monde à l'aise. Mais très certainement, les gens prenaient conscience de ça. Puis ça donnait, je pense, une plus-value aux entrevues. Les gens savaient qu'ils venaient accorder une entrevue à Serge et que c'était peut-être la seule fois qu'il pourrait le faire, vu son âge notamment. Donc, je ne sais pas, ça nourrissait l'idée de privilège de venir de venir jaser avec Serge. Il y en a d'autres, Maxime. Pardon? Je dis, il y a d'autres questions aussi, mais d'un tout autre ordre, peut-être plus pratico-pratique, là, quelqu'un qui se demande où on peut trouver les différents balados, par exemple, de Serge, si on veut se faire l'oreille. Et dans la même veine, est-ce qu'il n'y a pas quelques suggestions que tu peux faire, Jean-Philippe, pour, si on veut bien connaître Serge Bouchard, peut-être aller écouter telle émission, tel balado. Alors, comment aller à la rencontre de Serge Bouchard? Donc, l'application de balado, donc de podcast de Radio-Canada s'appelle Audio, O-H-D-I-O. Ça a été pensé comme ça. Mais donc, O-H-D-I-O. Et sur cette plateforme-là, il y a beaucoup d'émissions de Serge, de grandes séries qu'il a faites. Je vous parlais tout à l'heure d'une épinette noire nommée Diesel, elle se trouve là. Les remarquables oubliés dont on parlait tantôt en livre, il y en a une 50aine de ces épisodes-là qui sont disponibles sur cette application-là, donc on peut les écouter du début à la fin. C'est probablement une bonne porte d'entrée, je trouve, les remarquables oubliés, pour se faire... se faire l'oreille à la pensée et à la manière de raconter des histoires qu'avait Serge. Sinon,
c'est ça, les principaux points de chute qui étaient Spotify, iTunes, tout ça, Radio-Canada, pour toutes sortes de raisons, ont décidé de limiter ça maintenant. Fait que ça se passe beaucoup sur audio. Fait que si je reviens, là, les Remarquables oubliés, et puis une épinette noire nommée Diesel. Sinon, les émissions qu'il a fait le dimanche soir pendant des années, c'était des émissions en direct. Et ces émissions-là n'ont pas été nécessairement archivées pour le grand public. Moi, j'y ai accès par un système intranet, mais vous ne pourrez pas malheureusement avoir accès à ça là, sur une application. Et il y a évidemment, si je peux me permettre, je vais me faire une blog, même si l'émission n'est plus en ondes, mais l'émission C'est Fou, donc je pense que les 2 dernières années sont disponibles pour écoute intégrale sur le site web de Radio-Canada, mais aussi sur l'application audio. Si je peux me permettre justement de te donner la parole, il y a aussi une émission que je recommanderais aux étudiants, aux étudiantes qui auraient été interpellés tout à l'heure là, par la notion de transfuge de classe, l'émission Carte blanche que tu as faite. Jean-Philippe a rencontré ma collègue Caroline Dawson, notamment. Il y a peut-être des personnes dans la classe là, qui l'ont eu là, comme enseignante. C'est d'ailleurs Caroline là, qui devait animer la rencontre d'aujourd'hui, mais elle ne peut pas. Si elle nous écoute, on la salue et on y envoie nos meilleures pensées aussi. Donc, la Carte blanche de Jean-Philippe Plot, disponible sur audio, super intéressant. Beau témoignage de Jean-Philippe, de Caroline, Didier Ribon également, qui est grosse star de la socio puis de la philo française qui est dans cette émission-là. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Peut-être une question au micro, puis ensuite, on retournera au clavardage. Donc, Marilyn, tu peux prendre la parole. Et pourquoi le mammouth laineux? Ça m'a tout le temps intrigué de savoir pourquoi il se nommait comme ça. Bien, en fait, Serge disait, et il avait raison, je pense, qu'il venait d'une autre époque, d'un ancien monde qui n'existe plus. Donc, le lien avec le mammouth laineux est facile à faire. Puis ça se voyait dans son rapport à la technologie, ça se voyait dans son rapport au monde, tout simplement dans le quotidien. Je vais vous donner un exemple. Tu sais, combien de fois, moi, j'ai vu Serge, mettons, je sais pas, j'allais rejoindre Serge à quelque part, dans un endroit public ou à Radio-Canada, ou ça. Il était assis à côté sur sa canne, avec son chapeau, les yeux fermés, puis tout simplement là, tu sais. Puis Serge disait, des fois, il y a des gens, des enfants qui viennent me toucher pour voir si je suis un vrai monsieur. Puis ça, pourquoi je dis ça, c'est que Serge se fichait complètement du regard des autres sur lui dans cette situation-là. Serge, s'il arrivait 10 minutes avant un rendez-vous, c'est ce qu'il faisait, une espèce de plongée en lui-même. Puis moi, je trouve que j'aurais beaucoup de travail à faire sur moi pour me sentir bien dans une posture comme ça, parce que j'aurais toujours l'impression que que je connais quelqu'un qui me voit et qui est en train de se demander si je vais bien. Tout ça. Serge, lui, était au-delà de ça. Donc, encore une fois, le côté mammouth laineux, c'est cette idée-là qu'il vient d'un autre temps, d'un autre rapport au temps, d'un autre rapport à l'espace. Puis je pense qu'à un moment donné, il y a eu ce flash-là d'écrire un texte qui s'intitulait « C'était au temps des mammouths laineux », qui est devenu un livre finalement. Puis cette réputation-là lui a collé à la peau. Ouais. C'était très beau, d'ailleurs. C'était pas une insulte. Il y a des gens qui trouvaient parfois que ça pouvait être insultant. Mais non, il l'assumait pleinement. C'est beau. Très beau surnom. Est-ce qu'il y a d'autres questions en clavardage? Oui, il y en a une qui oui. tout juste apparaître, alors que je relais, que je refile. Oui. Alors, quelqu'un qui a été évidemment très enthousiasmé par les propos concernant les camionneurs, mais qui se demande aussi si Serge Bouchard avait une certaine opinion sur le peuple québécois. On parlait des Inuits, mais sur les Québécois. Ça, je me sens comme... Éventuellement, je risque d'écrire sur ça. Parce que... donc, Serge ne s'est pas exprimé beaucoup. En fait, presque pas, pour ne dire pas du tout, sur cette question-là. Moi, je sais ce qu'il pensait. J'ai fait des entrevues qui n'ont jamais été diffusées parce que je voulais éventuellement en faire un livre, un projet de discussion avec lui sur ces questions-là. Donc, ce que je pourrais dire pour l'instant, en fait, avant d'y répondre, je suis curieux de savoir, disons, toi, après avoir écouté Serge et lu Serge, as-tu l'impression, comment dire, quelle position avait-il face au
Québec à l'idée d'indépendance, mettons, selon toi? Je présume que la question va dans ce sens-là. Bien, c'est ça. En fait, je réfléchissais pas à voix haute. Je me demandais c'était quoi qu'il y avait derrière la question. Puis on dirait que spontanément, on est appelé à glisser vers la question nationale. Ouais. Puis, pour préparer l'entretien, j'ai relu notamment, là, c'était au temps des mammouths laineux. Puis il y a un très beau passage là-dessus où il parle de son background familial, sa mère anticléricale. Puis il y a un très beau passage où il dit, il explique qu'il n'a jamais été nationaliste, mais en fait, qu'il ne s'est jamais identifié à une idéologie. Donc, tous les ismes, je pense qu'on devrait les mettre de côté. Ouais. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'était pas animé, qu'il n'avait pas une vision, un projet pour ce qu'il devrait être. Puis dans le passage, en fait, je peux peut-être le lire. Je ne suis pas sûr que ça va répondre à ta question, mais je trouvais ça intéressant. Il expliquait qu'il était toujours en marge des idéologies dominantes, pas assez marxiste pour être engagé à l'université dans les années 70, ensuite pas assez nationaliste pour être accueilli dans d'autres courants. Donc, il disait la chose suivante. Je n'en voulais ni aux Anglais, ni aux prêtres, ni aux riches. Je n'en voulais qu'à la raison, qu'à l'arrogance du logos envers nos pensées sauvages dites primitives, décrétées inférieures. J'en voulais à la raison de l'anglais, comme à celle du français, à l'étroitesse cléricale, à la pauvreté du riche, à son calcul, à sa discrétion. J'en voulais aux injustices des regards et aux mensonges historiques. Donc, ça répond un petit peu à côté de la plaque, mais je trouve que ça nous montre un peu le positionnement qu'il y a eu. Puis il y a un autre très beau texte dans ce livre-là où il explique que pendant octobre 70, c'est la crise d'octobre, toute la saga du FLQ. Lui, il fait un terrain là, dans le fin fond du Labrador ou de la Côte-Nord, puis il est plongé à 100% dans l'étude de ce qu'il appelle la diversité culturelle originelle du Québec. Parce qu'on pense souvent que la diversité culturelle... elle arrive ici avec l'immigration dans les années 70-80, tandis que toute l'œuvre de Serge Bouchard nous montre qu'à l'origine, il y a une diversité culturelle immense sur le territoire. Et c'est celle qu'il voulait mettre de l'avant avec ses textes, notamment sur les Autochtones, sur le Peuplinou, les Naskapi, etc., etc. Donc, je ne réponds pas vraiment à la question, mais en même temps, je pense qu'on voit un peu c'était quoi sa vision du monde pour le type de société qu'on aurait pu former et qu'on pourrait encore former si on se donnait la peine de refaire une nouvelle synthèse avec ce qui est issu de ces communautés-là qui nous précèdent. Oui, puis en fait, j'étais curieux de t'entendre pour voir si tu avais un peu cette lecture-là, ou tu aurais pu en avoir une autre, mais dans ce que tu as nommé, il y a l'idée de territoire. Donc, la question, c'était, est-ce qu'il avait une opinion sur les Québécois, ou peut-être même, je ne sais pas, l'indépendance, ou tout ça? Ce qui l'agaçait, c'était notre rapport peut-être un peu discret, problématique avec le territoire. Il aurait souhaité qu'on fasse autre chose que ce qu'on fait avec le Québec, à commencer par notre accès à l'eau, entre autres. Ça, il aurait travaillé très fort pour que on ait, disons, qu'on arrête de tourner le dos, par exemple, comme c'est souvent le cas en région, à l'eau. Mais clairement, en tout cas, pour le dire, il avait un penchant nationaliste, Serge, mais c'était... Disons qu'il ne se reconnaissait pas dans aucun projet sur la table. Donc, tant qu'à ça, il préférait le nourrir de l'intérieur. Puis, de toute façon, ce projet-là était probablement trop inclusif pour bien des nationalistes. Donc, il n'avait pas envie, je pense, d'embarquer dans des chicanes à pu finir. Donc, pendant le temps qu'il y avait une carrière à la radio, en tout cas, c'était pas possible. Là. Est-ce qu'il y avait une autre question dans le clavardage? C'est bon. Est-ce que c'est l'heure de passer au tirage? On a encore... Ah, tu avais une question? Ouais. Vas-y. Je ne sais pas si le micro marche, mais c'est en fait... Oui. Ah, OK. Excusez. Ce serait... quel livre vous suggériez pour des futurs anthropologues, en fait, ceux qui veulent étudier là-dedans? Parce que vous avez parlé beaucoup de ceux que, pour l'introduire, mais ceux qui veulent vraiment s'intéresser au sujet de l'anthropologie. Je serais curieux d'avoir ta réponse aussi, mais clairement, du diesel dans les veines, donc qui est sa thèse de doctorat en anthropologie. Sinon, récit, je ne sais pas si tu l'as, récit de Mathieu Mestocochot. Je suis exactement en train de le chercher dans ma tête. Donc, qui est pas son mémoire de maîtrise, mais en fait, il faut savoir que quand Serge a fait son mémoire de maîtrise sur les chasseurs Inuits du Labrador, il s'intéressait à leur culture, à leur histoire, à leur manière de faire. Puis il s'est... Encore là, comme pour les camionneurs, c'est en parlant avec Mathieu Mestocochot qu'il s'est rendu compte qu'il y avait chez les anciens
des mots qui allaient disparaître, des façons de penser qui allaient disparaître, et il a colligé ça dans un livre avant que ça se perde. C'est quand même pas rien là, comme travail. Moi, je trouve ça fascinant. Donc, c'est Récits de Mathieu Mestococho chez Boréal. Donc, c'est ça. C'est pas sa thèse c'est pas son mémoire de maîtrise, mais ça s'apparente. Ça a été fait en même temps. Donc, son mémoire en anthropologie. Ce seraient mes 2 suggestions, je dirais. Est-ce que, pour un jeune en anthropologie, là, ce serait probablement ça. Sinon, à la radio, une épinette noire nommée Diesel, c'est l'idée d'être sur le terrain puis de raconter le Canada. Je pense que ça peut probablement plaire à l'anthropologue ou à la jeune anthropologue que tu es, si c'est le cas. Donc, c'est ça. Je voudrais l'épeler comme il faut. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais viens nous dire voir ça. après, je vais le projeter à l'écran. Ça ressemble un peu au peuple prieur dont on a parlé, mais on sent que c'est plus du matériau ethnologique, l'observation, avec c'est un des ton... entretiens, c'est un vieux monsieur qui lui a raconté un paquet d'histoires. Donc, et c'est ces histoires-là qui s'est approprié, aussi les façons de les dire, des mots. Je ne l'ai pas non plus. C'est Récits de Mathieu Mestococho, quelque chose comme ça. Viens nous voir tout de suite après l'entretien. On va te montrer le titre et tout. D'ailleurs, j'avais préparé un extrait radio. Si on a le temps, on l'écoutera tout à l'heure. C'est où il nous parle de son ami Georges Mestococho également. Puis l'extrait montre bien un peu l'écriture radiophonique, le talent de conteur de Georges, mais aussi de Serge Bouchard, mais aussi les liens privilégiés qu'il a réussi à développer avec les communautés Innu. Là. Donc, on l'écoutera si on a le temps tout à l'heure. Mais je vois qu'il y a quelqu'un au micro. Oui, ma question, selon vous, quelle marque a-t-il laissé dans la société québécoise? Tantôt, on a entendu le mot mammouth laineux. J'ai l'impression que, en fait, depuis sa mort, mais c'était le cas aussi avant, quelques mois auparavant, on m'en parlait beaucoup comme d'un sage. Fait que j'aurais envie de te dire que sa marque, sur l'ensemble de sa carrière, c'est un intérêt tourné vers un intérêt très marqué pour l'autre, pour les différences et tout ça, mais j'ai l'impression que surtout à la fin de sa carrière, il a réhabilité d'une certaine manière la fonction de sage qui se perd, en tout cas dans notre culture. Dans d'autres cultures, elle est encore là. Le rapport aux vieux, on accorde plus d'importance aux vieux que nous, on le fait. Lui, j'ai l'impression qu'il a réussi à redonner un peu des lettres de noblesse à ça. Moi, j'ai été témoin de plein de cinéastes, de plein d'artistes, plein de politiciens aussi qui consultaient Serge pour toutes sortes d'affaires, des projets de loi, pour des projets de théâtre, Puis, c'est ça, je pense que l'idée de la sagesse, mais surtout l'idée de l'incarner, il l'a un peu réhabilité. Puis il militait, c'est un grand mot, là, mais à la radio, il y a 3-4 ans, pour qu'on fasse un conseil de sages. Tu sais, qu'on ait quelques vieux et vieilles au Québec qui soient consultés pour toutes sortes de sujets. Puis là, on parle de Québécois de diverses origines. Là. Donc, ça aurait été un projet, je pense, novateur. Mais je pense que c'est ce que je te dirais. Puis c'est vraiment de la façon dont on m'en parle souvent aussi beaucoup. Alors, mais je peux rebondir peut-être en te disant que, tu sais, ce qu'on voit en ce moment, quand on parle de statuts qui sont déboulonnés, on dénonce le racisme et tout ça. Serge était là 30 ans, 40 ans, en tant qu'avant-gardiste, avec plein d'anthropologues qui avaient été sur le terrain, puis s'étaient dit « Oh, là, il faut dénoncer ça ». Fait que ça, je pense qu'on n'en prend peut-être pas encore la juste mesure, mais quand même, on se rend compte que si on est rendu là aujourd'hui à prendre conscience de l'importance des autres, puis à reconnaître toutes les horreurs des pensionnats, bien, il y a eu un travail qui a été fait, dont celui de Serge, pendant toutes ces années-là, pour défricher un peu le terrain. Il faut savoir que Serge, je ne sais pas si toi tu le sais, ça, mais il a été formateur
en tant qu'anthropologue auprès de la Sûreté du Québec pendant, je pense, 25 ans pour les sensibiliser, pour dire, bon, vous travaillez dans le Nord, voici ce que c'est un Indien, puis ça correspond pas à vos préjugés. Ça correspond pas à ça. Voici pourquoi. Fait que ça, je pense que c'est important aussi. Puis malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de relève pour ça. Il trouvait ça très triste, d'ailleurs, là, mais alors qu'en ce moment, on en aurait beaucoup besoin. Voilà. Est-ce qu'on avait d'autres questions de la salle? Oui. Oui, et après ça, Maxime, suggestion, après cette belle question, on pourrait peut-être entendre pour terminer l'extrait. Je pense que ça ferait du bien à nos oreilles. Si on a le et temps, tout de suite après, on ira pour le tirage. Alors, préparez-vous. Excellent. Tantôt, on parlait d'une anthropologie, justement, qui éduquait un peu la classe populaire aussi. Vous parliez justement d'un besoin d'éduquer comme à sensibiliser à des problèmes, justement, comme dans le cas de la police versus les communautés comme ça. Est-ce que lui, il mettait justement de l'avant une vulgarisation de l'anthropologie pour la rendre plus accessible, d'une certaine manière? Je te dirais que ça a été le mandat qu'il s'est donné pas mal toute sa vie. Mais en même temps, il était très capable de débarquer dans un congrès d'anthropologues puis de parler en savant. Puis moi, je pense, c'est ça, il était... il possédait ces deux cultures-là. C'est, je pense, ce qui a fait de sa force. Malheureusement, je ne l'ai pas avec moi, mais maintenant que tu poses cette question-là, ça aurait pu être drôle de l'avoir. Quand il allait faire des formations à la police, souvent, c'était sur un grand tableau vert avec une craie, puis ça commençait de façon très pédagogique, des concepts, des flèches, puis ça durait souvent 2 jours, 2 cours magistrales de 8 heures. Puis c'est devenu comme une légende, cette histoire-là, parmi la police. Mais j'ai vu des photos, je sais que ça existe. À la fin, c'était comme une œuvre abstraite. Il finissait par tout barbouiller, Puis il finissait par dire, le monde est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Puis il était parti de quelque chose de très rationnel pour aller vers quelque chose de... finalement, on en sait moins que quand on est arrivé, mais on sait au moins poser des bonnes questions. Fait que ça, c'était clairement sa signature, sa force. Puis moi, j'essaie d'amener ça maintenant quand je parle à mes enfants, mais aussi quand je parle à des gens, puis à la radio, essayer de vulgariser, mais aussi de ne pas parler en vérité. Moi, la signature de mon émission, mon mandat, c'est moi, je réponds pas à des questions. Je trouve pas des réponses, en fait, je me pose des questions d'attitude. On le voit bien dans le titre de ta nouvelle émission, Réfléchir à voix haute. Tu nous amènes dans le processus, c'est intéressant. Oui, puis avec Mathieu Dugal, on s'amuse souvent parce que je ne sais pas si vous voyez qui est Mathieu Dugal, mais c'est l'animateur de l'émission Moteur de recherche. Puis souvent en ondes, il dit, Moteur de recherche, c'est l'émission où on répond, on trouve des réponses aux questions des gens, puis Réfléchir à voix haute ou C'est fou, c'est l'émission où il se pose des questions sans trouver de réponse. Mais c'est ça. Pour conclure, on va laisser la parole à Serge Bouchard. On va entendre un court extrait de l'émission C'est fou. C'était des segments dans l'émission qui s'appelait En circuit fermé, où là, Serge prenait la parole un peu sous la forme d'un éditorial. Et là, il va nous raconter une histoire là, avec son ami Georges Mestococho. Pour la technique, je pense que c'est l'extrait qui était un petit peu plus fort tout à l'heure, donc peut-être baisser le son. Et par la suite, on va procéder au tirage de quelques exemplaires des livres de Serge Bouchard. Merci pour l'écoute, merci pour les questions. C'était très le fun. Quelle belle voix. Je me souviens de l'enregistrement de ce texte-là. La toponymie, je peux-tu juste dire ça en terminant? La toponymie, à quel point c'était important pour Serge. Ils ont rebaptisé ce lac-là, mais c'était aussi la façon de faire à l'époque. Ça nous ramène au territoire, à l'occupation du territoire. Sinon, j'ai mis la référence de l'ouvrage dont on parlait tout à l'heure à l'écran. Donc, merci encore à vous d'avoir assisté à l'entretien. Puis merci à Jean-Philippe, évidemment, de s'être prêté à l'exercice. Merci. Bonne fin de journée. Bon après-midi tout le monde.